Vous vous souvenez quand la télévision du samedi matin était un pur moment de magie? Je parle des dessins animés, des séries et de la voix réconfortante de votre présentateur préféré. Mais que se passerait-il si ce visage souriant à l'écran commençait à avoir un sourire un peu trop élargi? Pour une mère célibataire et son fils, une mystérieuse cassette VHS transforme une émission pour enfants inoffensive en un véritable cauchemar. À présent, alors que son enfant est happé par les parasites et qu'un marionnettiste meurtrier tend la main à travers l'écran, elle va devoir découvrir le sombre secret qui se cache derrière le monde de Mr. Crockett avant que le générique de fin ne défile. Alors, prenez vos télécommandes, réglez l'image et gardez une main sur le bouton stop. Parce que je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le présentateur télévisé venu tout droit de l'enfer dans Mr. Crockett. Une scène tendue se déroule autour d'une table dans le quartier de Cherry Bottom en Pennsylvanie. Alors que ses parents s'assoient pour dîner, le jeune Darren est scotché à la télévision. L'objet de son plaisir visuel est une cassette VHS d'une vieille émission pour enfants intitulée Mr. Crockett's World. Comprenez, le monde de Monsieur Crockett. Darren est hypnotisé par la lueur de l'écran tandis que le personnage principal de l'émission entraîne un groupe d'enfants dans une chanson. Il est évident que l'enfant est complètement accro à l'émission, mais sa concentration est interrompue par un avertissement sévère de son beau-père, Kevin, qui lui demande de rejoindre ses parents pour le dîner. À contre-cœur, il laisse la télévision allumée et prend place à la table. Darren picore sans enthousiasme dans ses petits pois et ses carottes, et il semble attendre avec impatience de pouvoir retourner devant la télévision. Son beau-père lui ordonne à nouveau de manger, tandis que sa mère encourage Darren à manger un repas plus nutritif. Dans le salon, quelque chose d'étrange se passe avec Mr. Crockett et sa bande colorée d'amis marionnettes. Je veux dire, il regarde presque Darren et ses parents depuis l'écran de télévision. Quand Darren annonce qu'il est rassasié, Kevin explose de colère. Et en fait, il se met à crier qu'il travaille trop dur pour subvenir aux besoins de sa famille pour être traité avec un tel manque de respect. Et il commence à essayer de forcer son fils à manger. La mère de Darren crie à son mari d'arrêter et quitte la pièce en colère. Pendant ce temps, Mr. Crockett sort lentement du cadre de la télévision familiale. Le clapet du magnétoscope s'ouvre et une paire d'yeux apparaît à l'intérieur de l'appareil, fixant avec mépris la scène où Kevin réprimande son fils. Le garçon avale son repas en pleurant tandis qu'une main sort du magnétoscope. Alors que les lumières clignotent, la famille voit arriver un invité indésirable au sourire menaçant. Mr. Crockett entre dans la cuisine à la grande joie du jeune Darren. Mais Kevin est beaucoup moins enthousiaste de voir cet homme étrange, tout droit sorti d'une émission de télévision des années 70, se tenir dans sa cuisine. Malheureusement, sa consternation se transforme rapidement en terreur lorsque Mr. Crockett commence à déployer ses tours de passe-passe. La chaise de Kevin à la table du dîner se transforme en un monstre hargneux qui piège l'homme par les poignets dans ses mâchoires acérées. Mr. Crockett distrait Darren avec une énorme boule de barbe à papa pendant qu'il continue à terroriser son beau-père. Tout d'abord, Kevin se voit présenter une assiette répugnante remplie d'immondices putrides et on lui ordonne de tout manger. Quand il refuse, Mr. Crockett adopte une approche plus directe, lui infligeant une énorme entaille au ventre et lui enfonçant le repas puant directement dans l'estomac, sans oublier un fer à repasser brûlant pour faire bonne mesure. Attirée par le vacarme, la mère de Darren se précipite vers la cuisine et elle arrive juste à temps pour assister à la scène d'horreur qui se déroule dans sa maison. Ok, il y a l'éducation stricte et puis il y a le fait d'être un vrai trou-duc, et Kevin vient d'apprendre la différence à ses dépens. Alors, comment aurait-il pu éviter de se faire découper et gaver de force d'une double portion de cette bouillie cauchemardesque en décomposition? Eh bien, pour commencer, Kevin aurait pu essayer une approche plus calme et plus moderne de l'éducation des enfants. Vous voyez, comme le soutien positif ou, au minimum, ne pas forcer votre enfant à manger des légumes comme s'il s'agissait d'une prise d'otage. Autrement dit, s'il avait simplement pris les choses avec un peu plus de philosophie, Mr. Crockett serait peut-être resté dans sa dimension cathodique, là où était sa place. Mais bon, l'éducation bienveillante n'était clairement pas le point fort de ce type. Donc, puisqu'il a choisi la voie de la discipline stricte, pourquoi ne demande-t-il pas simplement au gamin d'éteindre la télé avant de s'asseoir à table? Il est clair que le petit écran est le prisme à travers lequel Crockett peut voir notre dimension. Donc, couper le courant devrait l'empêcher de voir notre monde. Sans place au premier rang pour observer les méthodes parentales strictes de Kevin, Crockett et ses potes seraient peut-être obligés de trouver un autre compagnon d'aventure pour leur jeu tordu. Évidemment, une fois que Kevin a fait connaissance avec la chaise tout sourire de Crockett, tout était perdu, vu les rangées de dents aiguisées comme des rasoirs qui lui perforaient les bras. S'échapper était pratiquement impossible. Ou peut-être pas, en fait. Crockett semblait lui proposer un dernier marché pour gagner sa liberté, qui consistait simplement à manger l'assiette de nourriture dégoûtante placée devant lui. Y avait-il une garantie qu'il serait libéré s'il avalait quelques bouchées des vers, des cheveux et de la bouillie radioactive que Crockett lui servait? Pas vraiment.
mais ça aurait peut-être suffi à empêcher ce MC déséquilibré de pratiquer une césarienne inversée avec ce plat maudit. Au lieu de ça, notre papa sous le choc a laissé sa colère transformer l'heure du dîner en séance de préparation culinaire à la Cronenberg. Et il en a payé le prix ultime. Plus tard, une femme est assise dans sa voiture garée à l'extérieur d'une église. Son fils majeur s'agite et se plaint depuis la banquette arrière. Pourquoi sont-ils là? Sa mère Summer lui explique qu'il s'agit des funérailles de son père et qu'ils sont là pour honorer sa mémoire. Summer conduit le garçon dans l'église bondée où il se débat et pousse des cris. Mais elle s'arrête pour le consoler et lui tend une console de jeu afin de l'occuper pendant la cérémonie. Summer prononce un éloge funèbre sincère pour son mari, un entraîneur de football très apprécié dans la communauté. Alors qu'elle prononce son discours émouvant, Major est assis sur un banc à proximité, totalement absorbé par son jeu, apparemment incapable ou peu disposé à faire face à ses émotions et à la perte de son père. De retour à la maison, Summer range tout à mesure que les derniers invités quittent la veillée funèbre de son mari. Major continue de se plaindre, et elle l'envoie à l'extérieur pour jouer. Voyant la scène, une des invitées encourage Summer à recourir à des punitions corporelles pour contrôler le garçon. Son père étant décédé, c'est à elle qu'il revient désormais de le discipliner. Encore sous le choc de sa perte récente, Summer est perdue dans ses pensées tandis que la femme continue son sermon. À l'extérieur, Major joue au foot quand une femme à l'allure négligée s'approche de lui. Elle lui dit que son fils aimait aussi le football et que Major lui rappelle son garçon. Mais cette femme étrange devient vite nerveuse et attrape Major par le bras pour l'emmener. Et Major essaie de se dégager pendant que la femme continue de hurler et gesticuler. Tout ce remue-ménage finit par attirer l'attention de Summer qui se précipite à l'extérieur pour sauver son fils. Elle arrache Major des mains de la femme et lui dit de ficher le camp de sa propriété. Avec une expression triste, l'inconnu lui lance un sombre avertissement. Il arrive, et Summer ferait mieux de garder un œil sur son fils, sinon elle le perdra pour toujours. Et sur ces mots, Summer et Major rentrent à l'intérieur. Ok, la journée de Summer était déjà assez difficile comme ça. Un conjoint décédé, un enfant en deuil et une maison pleine d'invités envahissants qui veulent lui apprendre à élever son fils. Mais si elle avait fait quelque choix différent, elle aurait peut-être pu éviter d'ajouter une rencontre avec un inconnu dangereux à sa liste de problèmes post-enterrement. Par exemple, pour commencer, ne donnez pas à votre enfant une console de jeu pendant les funérailles de son père. Certes, ça le fait taire, mais ça lui apprend aussi à se réfugier dans un monde imaginaire au lieu d'accepter ce qui se passe dans la réalité. Une meilleure solution, le garder près de vous, lui dire qu'il a le droit de pleurer et lui rappeler que le deuil peut prendre du temps. Les jeux vidéo peuvent attendre, pas le processus de guérison. Ensuite, Summer aurait dû s'opposer à cet invité bien intentionné mais rétrograde qui lui a suggéré de recourir au châtiment corporel. Ce dont Major avait besoin, ce n'était pas de mesures disciplinaires, mais de patience et de stabilité. Le deuil pousse les enfants à se comporter de manière excessive, mais ça ne les rend pas mauvais pour autant. Elle ne le sait peut-être pas encore, mais faire preuve de patience envers son fils pourrait l'aider à éviter de sérieux problèmes plus tard. Et puis, il y a cette femme sans abri délirante qui essaie d'enlever Major dans le jardin. Au cours d'une journée chaotique avec beaucoup d'allées et venues, Summer aurait dû garder son fils à l'œil. Une fois qu'elle a compris ce qui se passait, elle a rapidement renvoyé la mystérieuse intruse. Mais aussi effrayant qu'ait pu être l'avertissement. Il arrive, aurait-elle dû prendre le temps de l'écouter? Summer a rejeté l'avertissement de la femme en le considérant comme les divagations d'un esprit dérangé. Mais la gravité de son ton, la façon dont elle a dit « surveillez votre fils » suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait entendre. Si Summer avait insisté pour obtenir des réponses et demander qui était ce « il », d'où il venait et pourquoi son fils était en danger, elle aurait peut-être appris la vérité à temps pour se préparer aux horreurs à venir. Cette nuit-là, Summer est allongée dans son lit, agitée par le chagrin. Depuis l'autre pièce, elle entend Major appeler son père et elle va voir ce qui se passe. Réveillé par un cauchemar, le garçon demande où est son papa. Summer lui explique que son père n'est plus là et le réconforte en lui offrant un cadeau. Un des anciens sifflets de son père datant de l'époque où il était entraîneur. Summer dit à Major qu'ils forment une équipe et qu'ils seront toujours là l'un pour l'autre. S'il fait à nouveau un cauchemar ou s'il a besoin d'elle pour quoi que ce soit, il n'aura qu'à souffler dans le sifflet et elle accourra. C'est un geste sincère que la mère en deuil pourrait bientôt regretter. Parce que Major passe les jours suivants à siffler sans arrêt et à mal se comporter de manière générale. À courir, à casser des choses, à répondre... Je veux dire, ce gamin est incontrôlable. Les cassettes d'aide à l'éducation parentale ne sont pas d'une grande aide. Et les factures s'accumulent depuis le décès de son mari. Summer est à bout. C'est alors qu'elle découvre une boîte étrange dans son jardin.
Parmi les livres qui s'y trouvent, elle découvre une seule cassette VHS. Il semble s'agir d'une vieille émission pour enfants intitulée Mr. Crockett's World. Peut-être que ça permettra de calmer Major et de ramener un peu de calme dans sa maison. Summer emporte donc la cassette à l'intérieur et la met dans le magnétoscope. Dès le générique, Major est captivé. Il regarde Mr. Crockett parler à ses amis les animaux de son marqueur magique. Tout ce qu'il peut imaginer peut prendre vie grâce au pouvoir de cet instrument d'écriture enchanté. Major regarde l'écran avec bonheur, tandis que les enfants dribblent avec un ballon de basket que Mr. Crockett fait apparaître comme par magie. Alors, pendant ce temps, sa mère s'affale sur son lit pour prendre un repos bien mérité. Ok, attendez une seconde. On est en 1993, des années avant que quiconque n'imagine le concept d'une petite bibliothèque gratuite. Ces jolies boîtes en bois remplies de livres de poche n'ont commencé à fleurir dans les jardins de banlieue qu'à la fin des années 2000. À l'époque, si vous trouviez une mystérieuse boîte de livres sur votre propriété, vous pensiez plutôt qu'il s'agissait d'une sorte de mouvement en faveur de l'alphabétisation. Au mieux, vous supposiez que quelqu'un avait peut-être jeté les invendus de son vide-grenier. Jeter un coup d'œil à l'intérieur et appeler poliment les autorités aurait été la solution la plus intelligente. Mais épuisé et accablé par le chagrin, Summer y a vu une petite surprise bienvenue au lieu d'y voir un signal d'alarme évident. Maintenant, compte tenu de son état d'esprit, il est difficile de lui en vouloir. Entre l'éducation d'un fils en deuil, le paiement de factures en retard et le barrage constant de coups de sifflet qui pourraient réveiller les morts, Summer est à bout de force. Par conséquent, quand elle est tombée sur cette étrange petite boîte et qu'elle a trouvé la cassette VHS à l'intérieur, elle a vu le salut sous la forme d'une babysitter rectangulaire en plastique. Quel mal pouvait bien faire une vieille émission pour enfants ringardes ? En fait, beaucoup. Si Summer avait pris le temps de se demander pourquoi cette cassette était apparue de nulle part ou ce que son animateur pouvait cacher derrière son apparence désuète, elle aurait peut-être pu s'épargner à elle-même ainsi qu'à Major ce qui allait suivre. Au lieu de ça, elle a invité Mr. Crockett's World chez elle, sans se rendre compte qu'elle venait d'appuyer sur le bouton play, marquant le début de son propre cauchemar personnel. De l'autre côté de la ville, une autre enfant regarde Mr. Crockett's World dans le confort de sa chambre. La fillette Carrie apprécie l'émission, jusqu'à ce que la cassette se bloque tout à coup. Agacée par l'interruption de son programme préféré, Carrie se rend dans le salon pour voir si son père Bill peut réparer la télévision. Comme son père semble hors service aussi, elle lui balance un verre d'eau sur la tête pour le faire bouger. Le père de Carrie n'est pas très content de ce réveil brutal, mais il va quand même vérifier la télé. Après une rapide inspection, il déclare que l'appareil est hors d'usage. Carrie devra trouver un autre moyen de se divertir jusqu'à ce qu'il puisse en acheter un nouveau. Quand elle proteste, Bill s'énerve et dit à sa fille de rester dans sa chambre pendant que lui s'occupe de choses importantes pour les adultes. Carrie se console en chantant la chanson thème de Mr. Crockett's World dans l'obscurité de la chambre. C'est alors que la télévision se met à briller et qu'une main spectrale brise la vitre de l'écran de l'intérieur. Alors que Bill s'occupe de ses affaires, il est surpris par l'apparition soudaine d'un inconnu qui se balance sur sa chaise. Mr. Crockett se présente comme un ami. Il a entendu des cris et voulait simplement s'assurer que tout allait bien. Bill lui répond qu'il doit se tromper et l'invite à partir. Quand Crockett rit de cette demande, l'homme frustré sort un revolver pour faire passer son message. Mais même avec l'arme pointée directement sur son visage, Mr. Crockett ne semble pas inquiet. Et quand Bill appuie sur la détente, une bulle inoffensive sort du canon. À présent, l'humeur de Mr. Crockett prend un tournant sinistre. Il dit à Bill qu'il a manqué à son devoir sacré de parent et qu'il va devoir lui donner une leçon. Sous l'emprise des pouvoirs maléfiques de Crockett, le père effrayé se rend compte qu'il est incapable de bouger. Crockett le force à mettre le canon du pistolet dans sa propre bouche. Alors que l'intrus dépravé chante une comptine tordue sur le pouvoir du partage et de l'amitié, Bill appuie sur la détente. Cette fois, la bulle qui sort du pistolet grossit encore et encore, remplissant la bouche de l'homme jusqu'à ce que son crâne soit pulvérisé. Toujours cachée dans sa chambre, Carrie aperçoit une lumière vacillante dans le couloir. Elle suit la source de la lumière et découvre son ami préféré de télévision assis dans son salon. Tandis qu'à l'extérieur de la maison, la femme sans abri qui a abordé Major regarde impuissante Mr. Crockett emmener la petite fille. Ok, la chute de Bill a commencé bien avant que Mr. Crockett ne soit apparu dans son salon. Elle a commencé par son incapacité à voir les signes avant-coureurs et à son refus de croire en quoi que ce soit qui échappe à son contrôle. Enfin ça, et le fait qu'il soit complètement défoncé à cause de ses activités spéciales pour adultes. Quand la télévision de Carrie tombe en panne au début, Bill considère qu'il s'agit d'un simple problème technique. Il ignore l'étrange énergie qui entoure l'obsession de sa fille pour Mr. Crockett's World. Un père plus prudent aurait peut-être reconnu le danger que représentait l'emprise inquiétante de l'émission sur sa fille.
Débrancher la télévision, jeter la cassette ou simplement réconforter Carrie plutôt que de lui donner des ordres aurait pu briser le pont psychologique qui a permis à Crockett d'entrer dans leur monde. Puis, Crockett a brisé le rêve de Bill en transformant son moyen préféré de défense domestique en un jouet inoffensif. Si le drogué avait eu ne serait-ce qu'un peu les idées claires, il aurait pu se rendre compte qu'il disposait lui-même d'une arme non conventionnelle. Au lieu de chercher son revolver, il aurait pu se servir de son matériel. Une injection bien placée de sa propre médecine n'aurait peut-être pas tué le monstre, mais elle aurait certainement pu le ralentir. Imaginez Crockett en plein monologue de vilain, avec tout à coup le regard vitreux, la voix chantante et pâteuse, à prêcher le partage au ralenti. Bill aurait pu gagner quelques précieuses secondes pour attraper Carrie et se tirer pendant que le marionnettiste sombrait dans un brouillard chimique. Bon, c'est vrai, c'est pas exactement le parent idéal, mais à situation désespérée, mesure désespérée. Et quand un animateur pour enfants démoniaque sort de votre télévision, votre sens moral peut se permettre de vaciller un peu. L'ironie ici s'écrit d'elle-même. Ce qui a détruit la vie de Bill aurait pu être la seule chose qui aurait pu la lui sauver. S'il avait simplement utilisé cette voix comme arme, Crockett aurait pu finir par sombrer sans danger. Mais au lieu de ça, Bill a appris sa leçon à ses dépens. Il a été surpassé, dominé et éclipsé par l'animateur pour enfants le plus terrifiant du monde. Chez lui, Major est toujours scotché à sa nouvelle émission de télévision préférée. Sa mère décide qu'il a passé suffisamment de temps devant la télé pour aujourd'hui et éteint le poste, ce qui déclenche la pire crise de colère de Major à ce jour. Summer dit à son fils qu'il regarde cette vidéo depuis des jours et qu'il est temps de faire une pause. Major tente désespérément de lui arracher la cassette des mains avant de recourir à des mesures plus radicales. Il commence par briser un portrait encadré de son père, puis au grand désarroi de sa mère, il s'empare d'un des trophées de football de son papa. Summer lui ordonne de le reposer, mais Major exige de récupérer la cassette. Quand elle refuse, Major jette le trophée par terre. Cette dernière crise est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Summer, qui se lance dans une tirade furieuse contre son fils mal élevé. S'il ne veut pas faire partie de son équipe, alors elle ne veut plus être sa mère. Abasourdi et sans voix, Major est envoyé dans sa chambre pour réfléchir à ses actes. Plus tard, Summer passe une autre nuit blanche à fixer le plafond de sa chambre. Elle remarque une étrange lumière provenant du salon et constate que quelqu'un a laissé la télévision allumée et que la cassette de Mr. Crockett's World est toujours en cours de lecture. Summer éteint la télé et se retourne pour aller se recoucher, mais c'est alors que la télévision se rallume mystérieusement. Après quelques problèmes techniques, Summer décide de mettre fin à ce cycle infernal une bonne fois pour toutes en jetant le téléviseur par terre. Malheureusement, ces problèmes ne font que commencer, et elle voit avec horreur Mr. Crockett se relever des débris de sa télévision cassée, lui souriant avec un visage couvert d'éclats de verre. Summer se précipite dans sa chambre pour aller chercher une batte de baseball, et elle découvre que Mr. Crockett a ouvert un portail dans son salon à l'aide d'un marqueur magique. Il la désarme sans difficulté et franchit le portail, qui se referme aussitôt derrière lui. Summer est déconcertée en voyant la cassette de Mr. Crockett's World disparaître dans un nuage de flammes. C'est alors qu'elle se souvient de son fils. Prise de panique, elle enfonce la porte verrouillée de sa chambre juste à temps pour voir l'animateur de l'émission pour enfants démoniaques emmener Major à travers un de ses portails magiques vers l'autre côté. Ok, Summer a vraiment eu quelques moments qu'il faudrait revoir ici. Tout d'abord, il y a la crise de colère de Major. Ce n'était pas une crise ordinaire à propos d'un goûter ou de l'heure du coucher. Il était carrément hypnotisé par une cassette VHS. Au lieu de crier et de l'envoyer dans sa chambre, elle aurait dû reconnaître que son obsession était le symptôme et non le problème. Le véritable coupable tournait dans son magnétoscope. Alors il fallait le débrancher, le jeter à la poubelle, ou mieux encore, le brûler. Éliminer la source de cette spirale émotionnelle malsaine aurait calmé Major beaucoup plus rapidement qu'une tirade maternelle. Ensuite, quand elle finit par détruire la télévision juste avant la grande entrée de Crockett, les éclats de verre incrustés dans son visage envoient un message assez clair. Endommager la télévision lui fait du mal. Pourtant, Summer se précipite immédiatement sur une batte de baseball au lieu de se concentrer sur l'évidence. La cassette est la source de son pouvoir. Elle n'avait pas besoin de jouer les héroïnes. Elle devait juste détruire l'artefact qui lui donnait vie. Quelques coups bien placés sur la cassette auraient pu le dépouiller complètement de sa magie, voire le renvoyer d'où il venait. Dans l'ensemble, Summer aurait dû réfléchir comme une personne qui cherche à résoudre un problème, et non comme une bagarreuse. Mais au lieu de ça, ses choix paniqués ont plongé son fils dans la réalité tordue de Mr. Crockett. L'histoire racontée par Summer, celle d'un animateur de télévision pour enfants démoniaques qui traverse les murs, ne plaît pas beaucoup à la police. Quant à son fils, Major se réveille et se retrouve dans l'univers de son émission de télévision préférée, entouré d'une bande de nouveaux amis hauts en couleur. Et bien sûr, du personnage principal lui-même, Mr. Crockett.
Crockett lui souhaite la bienvenue dans sa nouvelle maison et il lui explique qu'il n'aura plus jamais à craindre que des adultes malveillants lui fassent du mal. Il semble que le monde de Mr. Crockett soit un paradis pour Major et les autres enfants, même si des signes inquiétants semblent se cacher sous cette surface ensoleillée. Dans le monde réel, Summer affiche des avis de recherche dans une tentative désespérée pour retrouver son fils. En parcourant le quartier, elle tombe sur une scène de crime récente, la maison où Bill a connu sa rencontre mortelle avec le pistolet à bulles magique de Mr. Crockett. Un passant explique que la victime était un toxicomane notoire et que, comme rien n'a été volé dans la maison, les policiers traitent cet incident comme un suicide. Les seuls autres signes de perturbation sont un téléviseur cassé et la disparition de la fille de 8 ans du défunt. Summer comprend que Mr. Crockett est responsable et elle se précipite à la recherche de réponses. Les microfilms de la bibliothèque racontent l'histoire des récentes disparitions d'enfants de la région et de fusillades mortelles entre l'animateur d'une émission de télévision pour enfants et la police. Les gros titres indiquent qu'Emmanuel Crockett est mort en 1979 à la suite d'une tentative d'enlèvement et que la victime a été rendue saine et sauve à sa famille. Mais avant qu'elle ne puisse creuser davantage, Summer est à nouveau attirée par une mystérieuse lumière provenant d'une pièce voisine. Elle s'approche et entend les sons familiers de l'émission Mr. Crockett's World. Effectivement, l'émission est diffusée sur un chariot de télévision et Crockett interrompt sa chanson et sa danse pour s'adresser directement à elle. Il avertit Summer d'arrêter de le chercher, à moins qu'elle ne veuille rejoindre son mari en enfer. Sa main traverse l'écran pour l'attraper, mais elle se libère et court vers la porte de la bibliothèque. Ok, une fois de plus, Summer ne parvient pas à rassembler les pièces du puzzle. Tout d'abord, lorsqu'elle découvre les microfilms prouvant qu'Emmanuel Crockett était une personne réelle, elle aurait dû exploiter cette information. Les gros titres font allusion à une implication passée de la police, à une victime d'enlèvement retrouvée saine et sauve, et vraisemblablement à une piste menant à des collègues, des membres de sa famille ou des dirigeants de chaînes de télévision qui ont travaillé avec lui. Au lieu de se contenter de traiter seule cette révélation choquante, elle aurait pu rechercher toute personne liée au passé de Crockett. Même un détail apparemment mineur comme un traumatisme infantile, une superstition récurrente ou une faiblesse professionnelle aurait pu lui donner un avantage décisif. Un simple coup de fil à un producteur à la retraite ou à un ancien policier aurait pu lui fournir un indice sur ses vulnérabilités, qu'il s'agisse d'un rituel, d'un objet ou simplement d'un problème de comportement. Et en plus, elle rate une autre occasion cruciale. Quand Crockett tente de l'attraper à travers la télévision de la bibliothèque, on voit clairement que Crockett est vulnérable lorsqu'il émerge de l'écran. Au lieu de se précipiter et de battre en retraite, elle aurait dû passer à l'offensive et fracasser la télévision avec agressivité alors qu'il était à mi-chemin. Le frapper au bon moment aurait pu le blesser ou au moins le ralentir suffisamment pour gagner du temps. Et Summer aurait ainsi pu passer du statut de victime terrifiée à celui de personne prenant les premières mesures pour sauver son fils. Dans son état de panique, Summer remarque à peine l'homme qui s'approche d'elle. Il se présente comme Eddie Briggs et souhaite lui parler des affiches qu'elle a placardées. Il croit à son histoire au sujet de Crockett et tous deux partent discuter de la situation dans un parc du coin. Eddie raconte à Summer que sa propre fille a été enlevée par Crockett et qu'elle est portée disparue depuis 5 mois. Il lui dit que, d'après toutes ses recherches, elle est la seule autre mère à avoir survécu à sa rencontre avec ce kidnappeur d'un autre monde. Mais Summer réalise alors qu'il y en a une autre. La femme qui a abordé Major le jour des funérailles. S'ils veulent aller au fond des choses et retrouver leurs enfants, ils doivent entrer en contact avec elle. Eddie propose d'utiliser ses relations au sein du département de police pour la retrouver. Et les deux échangent leurs coordonnées afin de se retrouver plus tard. Cette nuit-là, Summer est hantée par des visions cauchemardesques de Mr. Crockett. Incapable de se rendormir, elle erre dans sa maison, une batte de baseball à la main. Malgré l'heure tardive, elle est surprise par des coups à la porte et ouvre avec Eddie debout sur son porche. Il lui dit qu'il a trouvé la femme qu'il recherche. Elle s'appelle Rhonda Harper et vit dans un campement de sans-abri à la périphérie de la ville. Summer monte alors dans la voiture d'Eddie et il se prépare à aller chercher Rhonda. Quand il démarre le moteur, une étrange musique pour enfants qui ressemble étrangement à celle de Mr. Crockett's World retentit dans l'autoradio. Eddie explique qu'il s'agit simplement d'une cassette de sa fille. Puis, ils prennent la route. Ok, dans des circonstances normales, rencontrer un inconnu sympathique qui croit à votre histoire sur un animateur de télévision pour enfants démoniaques ressemblerait à une intervention divine. Mais compte tenu des antécédents de Summer avec les appareils électroniques hantés et une cassette VHS maudite, elle devrait probablement traiter Eddie Briggs avec beaucoup plus de méfiance et peut-être une pincée de spray au poivre.
D'une part, le type apparaît opportunément au moment où elle commence à coller des affiches de personnes disparues dans toute la ville. Il sait tout sur Mr. Crockett et prétend justement que son propre enfant a également été enlevé. Soit c'est une coïncidence effrayante, soit c'est le début d'une histoire à la « ne montez jamais dans la voiture d'un inconnu qui en sait trop sur votre traumatisme ». Si Summer avait les idées claires et n'était pas aveuglée par le chagrin, la peur et l'insomnie, elle vérifierait l'histoire d'Eddie avant de monter dans sa voiture. Elle devrait commencer par l'évidence et devrait consulter les articles de presse locaux pour voir s'il y a une fillette disparue du nom de Briggs. Et elle devrait appeler la police pour confirmer ses prétendues relations. Mieux encore, elle devrait demander son numéro de matricule ou le nom d'un agent pouvant se porter garant pour lui. Et quand la radio du type s'est mise à diffuser à plein volume une musique tirée du répertoire maudit de Crockett, c'était pas un signal d'alarme, ça. C'était un feu d'artifice. La chose intelligente à faire aurait été de partir immédiatement. Compte tenu de ce qu'elle a déjà vécu, elle ne peut vraiment pas se permettre de manquer d'autres signes de danger qui pourraient l'attendre. Eddie se rend à l'endroit où la femme sans-abri serait cachée. Alors qu'il s'approche de la structure de fortune, Rhonda les surprend et pointe un couteau sur la gorge de Summer. Eddie renchérit alors en sortant une arme, et Summer se libère. Elle dit à Rhonda en pleine paranoïa que son propre fils a été enlevé par Crockett et qu'ils sont seulement là pour discuter. Finalement, Rhonda se calme et les conduit dans son habitation. À l'intérieur, Rhonda a bricolé un réseau de communication rudimentaire à partir de vieux téléviseurs et d'autres appareils électroniques. Elle explique que Crockett tourmentait ses rêves, l'avertissant d'abandonner ses recherches pour retrouver son fils. Mais au lieu de le faire, elle a continué à le rechercher à l'aide de ses appareils. Elle émet l'hypothèse qu'il doit les observer à travers leurs écrans de télévision. À vrai dire, comment saurait-il où trouver les enfants en difficulté pour les kidnapper? Rhonda espère pouvoir puiser dans la source des pouvoirs de Crockett en se connectant à son monde pour retrouver son fils. Elle dit qu'elle a déjà failli y parvenir, mais que ça a failli la tuer. Néanmoins, Summer la supplie d'essayer à nouveau pour le bien de leurs enfants. Rhonda s'assoit alors devant le mur de téléviseur. Avec Summer à ses côtés, elle pose ses mains sur un des écrans et après un court instant, une mire de télévision avec Crockett apparaît. Et les yeux de Rhonda se remplissent de parasites semblables à de la neige. Des scènes d'enfants endormis chez eux sont entrecoupées d'extraits obsédants de l'émission de Mr. Crockett. Il semble qu'ils aient réussi à ouvrir une fenêtre sur son pouvoir, leur offrant une vue claire de l'adresse de sa prochaine victime. Rhonda semble incapable de sortir de sa transe. Eddie rompt donc la connexion en éteignant la télévision. Et ils partent tous les trois affronter Crockett avant qu'il ne frappe à nouveau. Summer, Eddie et Rhonda arrivent à destination un peu trop tard. D'après la télévision qui clignote et les messages menaçants qui sont écrits sur le mur, il est clair que Crockett s'est déjà mis au travail dans cette maison. En inspectant les lieux, il découvre les restes démembrés du dernier parent malchanceux. Dans un coin de la pièce, Summer remarque la lumière violette familière du portail de Crockett et elle l'entend entraîner un autre enfant dans son monde. Sentant leur présence, il entre dans le salon pour les affronter. Crockett fait voler le canapé d'un coup de télékinésie, révélant Summer et Eddie recroquevillés et apeurés. Mais Rhonda lui assène rapidement un coup de chaise dans le dos pour prendre le dessus. Summer et Eddie se précipitent vers le portail, mais Rhonda n'a pas cette chance parce que Crockett la poignarde dans le cou avec un morceau de chaise cassé. Avant qu'il ne puisse leur faire la même chose, Eddie et Summer se précipitent à travers le portail et entrent dans le monde de Mr. Crockett. Ok, très bien. À présent, notre réflexion s'articule autour des portails. Summer a peut-être fait un pas de plus vers le sauvetage de son fils, mais elle passe encore à côté d'innombrables signaux d'alarme et d'opportunités en cours de route. Commençons par l'évidence, à savoir que l'étrange mur de téléviseur de Rhonda est en fait une mine d'or. Comme nous l'avons vu, endommager les téléviseurs auxquels il est connecté blesse Crockett lui-même. Plus il y a d'écrans, plus il y a de connexions, ce qui crée de multiples points de vulnérabilité qui leur donnent une réelle chance d'affaiblir Crockett avant d'entrer dans son territoire. En détruisant les téléviseurs et en sabotant tout le réseau pour le surcharger, ils auraient peut-être pu l'affaiblir suffisamment pour le rendre vulnérable lors de leur confrontation. Ensuite, une fois arrivés chez la dernière victime, la pire chose à faire était de se précipiter à l'intérieur comme dans un film d'action. Ils auraient dû garder leur distance, observer les méthodes de Crockett et comprendre comment il opère dans le monde réel. S'ils avaient été assez discrets, ils auraient peut-être même pu passer inaperçus par son portail ouvert et sauver les enfants avant que Crockett ne termine son jeu tordu. Et enfin, nous devons parler d'Eddie. Ouais, Eddie. Dès son arrivée, son attitude était un peu bizarre. Pour un père inquiet, il est un peu trop impatient et un peu trop joyeux à l'idée de traquer Crockett. Je veux dire, regardez comment il jubile quand Rhonda réussit à pénétrer dans le monde de Crockett. À la façon dont il sort son arme avec désinvolture. C'était pas un comportement héroïque de la part d'un parent qui essaie d'aider. C'était un sérieux motif d'inquiétude.
Summer aurait dû prendre du recul pour vraiment l'interroger et comprendre pourquoi il semblait tellement investi dans tout ce bordel. Et peut-être remarquer que son enthousiasme pouvait lui porter préjudice, voire pire, être un piège. Au lieu de ça, elle va devoir le surveiller tout en cherchant son fils. Ce que Summer et Eddie trouvent de l'autre côté du portail est bien loin du monde coloré de la cassette VHS. Le plateau de tournage en ruine est occupé par des versions cauchemardesques des marionnettes amies de Croquette, et il n'y a aucun signe des enfants disparus. Effrayé par une des créatures difformes de Croquette, Eddie s'enfuit pour se cacher, laissant Summer seule face à l'homme. Elle se retrouve rapidement immobilisée par le monstre chaise, qui lui offre une place au premier rang car c'est l'heure de la petite histoire. Croquette conduit alors les enfants dans la pièce, et ils s'assoient en cercle autour de lui. Summer appelle Major, mais lui et les autres enfants sont complètement hypnotisés. Croquette se lance dans la lecture de son conte préféré, l'histoire de ses origines. Il raconte que, quand il était enfant, son père le frappait presque tous les jours. Une fois qu'il a été assez grand pour se défendre, Croquette a mis fin à ce calvaire en matraquant son père et en faisant passer sa mort pour un accident. Et c'est ainsi qu'il découvrit sa vocation, protéger les enfants des parents méchants et violents. Mais plus que tout, Croquette voulait avoir sa propre famille aimante. Dans les années 70, il a conclu un accord pour créer sa propre émission de télévision pour enfants et tout allait pour le mieux. C'est dans ce contexte qu'il a rencontré un garçon nommé Anthony. Croquette a compris que quelque chose n'allait pas dans la vie familiale d'Anthony, alors il a proposé de l'accueillir chez lui. Mais quand la famille d'Anthony a signalé sa disparition, Croquette a attaqué les policiers venus enquêter et il est mort en protégeant le garçon d'une rafale de coups de feu. Arrivé en enfer, Croquette a conclu un pacte avec le diable. En échange de l'envoi des âmes des mauvais parents dans les abysses, il a reçu un monde à lui, où il pouvait amener des enfants pour qu'ils rejoignent sa famille maudite et restent sous son emprise pour l'éternité. L'histoire terminée, Eddie sort de sa cachette. Mais au lieu d'attaquer Croquette, il se lance dans un récit émouvant. Il s'avère qu'il n'est pas un parent désespéré à la recherche de son enfant kidnappé. Il est en réalité Anthony, le garçon que Croquette a enlevé il y a de nombreuses années. Anthony dit que Croquette était le seul adulte qui se soit jamais soucié de lui et qu'il aurait aimé qu'ils restent ensemble. Il a passé toutes ces années à chercher un moyen de retourner dans le monde de Croquette et grâce à Summer, il a enfin réussi. Et maintenant qu'il est de retour, il ne la laissera pas détruire cet endroit et briser leur famille. Anthony sort donc son arme et la pointe sur Summer. Mais avant qu'il n'ait le temps d'appuyer sur la détente, Croquette demande à Anthony de s'approcher un peu plus. Le jeune homme tente de le serrer dans ses bras, mais Croquette n'est pas d'humeur. Il semble qu'Anthony ait dépassé la limite d'âge maximale pour profiter de ce manège, et son héros d'enfance le repousse avec dégoût. Projetant ses propres complexes sur lui, il traite Anthony de vieillard aigri et fou qui n'a rien accompli dans sa vie. Anthony se décompose alors de plus en plus, tandis que Croquette et les enfants continuent de se moquer de lui. Et pour finir, un des monstres achève définitivement le pauvre homme-enfant dévoyé. Oh, Eddie, ou devrais-je dire Anthony. Bon, par où commencer? Tu as vraiment merdé. D'abord, tu t'es attaché émotionnellement à un animateur de télévision pour enfants meurtrier qui a littéralement conclu un pacte avec Satan. Tu es devenu un fan inconditionnel et tu t'es pavané dans le temple de l'enfer pensant que tu étais le fils prodigue qui rentrait à la maison pour finalement découvrir que Papa Croquette ne distribuait plus de câlins et de jus de fruits. Mais revenons en arrière une seconde. Tu as menti à une mère en deuil, tu l'as manipulée pour qu'elle trouve le portail, puis tu l'as abandonnée dès que les choses ont commencé à devenir effrayantes. C'est une double ration de lâcheté et de perversité dans un seul et même emballage. Le vrai dérapage, c'est quand tu as confondu la mission psychopathique de Croquette qui consistait à sauver des enfants en assassinant leurs parents avec une noble cause. Je veux dire, je déteste devoir te l'annoncer, Anthony, mais la justice tordue de Croquette n'est pas de l'amour. C'est juste de la psychose avec une chanson à thème. Et puis, il y a le grand final, ton grand moment de retrouvailles. Tu retrouves enfin ta figure paternelle, tu lui ouvres ton cœur et qu'est-ce que tu obtiens en retour? Un rejet si brutal qu'il pourrait alimenter toute une saison de rupture. Écoute mon grand, Croquette ne te considère pas comme son fils. Il ne veut pas que tu reviennes. Et honnêtement, il semble même offensé que tu aies dépassé l'âge de 10 ans. En essayant de l'aider, tu es devenu la triste version adulte de l'enfant qui écrit encore des lettres à Barney. En fait, t'as pas seulement fait du caca ici, t'as carrément construit un hôtel sur tes propres mauvaises décisions et tu t'es jeté toi-même dans les flammes. Tu sais ce qu'on dit? La nostalgie, c'est une belle saleté. Et dans le monde de Mr. Croquette, elle peut même te tuer. Alors oui, tu as merdé.
Anthony étant au tapis, Summer doit affronter Croquette toute seule. Elle tente désespérément de sortir Major de sa transe, mais en vain. Pour lui enseigner une leçon sur la valeur de l'équité, Croquette la libère de ses liens et appelle son fils pour lui demander de choisir entre rentrer chez lui et rester dans son monde imaginaire. Summer supplie Major de la rejoindre et s'excuse pour la façon dont elle l'a traité auparavant. Il commence à se libérer de son emprise, mais les retrouvailles sont interrompues quand Croquette reprend le contrôle de l'esprit du garçon. Major quitte sa mère et rejoint le présentateur démoniaque qui célèbre sa victoire avec une dernière partie de cache-cache, avec une touche mortelle bien sûr. Croquette coupe les lumières et Summer court pour sauver sa vie, poursuivi par la bande d'enfants tueurs. Un des enfants la localise dans l'obscurité du studio et il lui mord le mollet, ce qui l'oblige à courir à découvert où la marionnette d'oiseau démoniaque de Croquette fond sur elle pour la tuer. Malgré de vilaines blessures, Summer explose son agresseur Ellie. Mais la récréation est terminée, alors Croquette envoie les enfants finir le boulot. Summer tente de les raisonner, mais ses efforts sont vains. Il la coince dans un coin et Croquette appelle Major pour qu'il mette fin à son lien avec le passé et l'achève. À l'aide de son marqueur magique, Croquette fait apparaître un énorme couteau de chasse et le tend au garçon. Dans un dernier acte désespéré, Summer souffle dans l'ancien sifflet de son mari pour essayer d'atteindre son fils. Major serre alors Mr. Croquette dans ses bras et s'avance vers sa mère, le couteau à la main. Summer dit alors à Major qu'elle l'aime, et Croquette se réjouit de voir le garçon enfoncer la lame dans son ventre. Du moins c'est ce qu'il croit. Alors que le couteau tombe bruyamment sur le sol, Major tend à sa mère le marqueur magique qu'il a volé à Croquette quelques instants auparavant. Séparé de la source de son pouvoir, Croquette perd son emprise sur les enfants. Mais il ne va pas se laisser faire sans se battre. Alors qu'il se jette sur elle, Summer éventre Croquette d'un seul coup de stylo. Leur bourreau gisant en morceaux sur le sol, elle rouvre le portail vers le monde réel. Mais avant qu'il ne l'ait franchi en toute sécurité, Croquette se traîne vers eux et attrape la jambe de Major. Summer réussit à mettre son fils en sécurité, mais Croquette laisse au garçon un sinistre message d'adieu. Où que Major aille, Croquette sera là en un clin d'œil. Et sur ces paroles, Summer et Major franchissent le portail. Ok, Summer mérite qu'on lui rende hommage. Elle a survécu à un véritable cauchemar, réduit en bouillie une marionnette meurtrière et réussi à sauver son fils. Mais soyons honnêtes, elle aurait pu en finir beaucoup plus tôt si elle avait agi comme l'héroïne de sa propre histoire, au lieu de se voir comme la dernière survivante de celle d'un autre. Tout d'abord, ce marqueur magique n'était pas seulement un accessoire, c'était en fait une arme surpuissante. Elle a vu Croquette l'utiliser pour conjurer des couteaux, des monstres et des dimensions parallèles entières. Pourtant, quand elle finit par mettre la main dessus, elle s'en sert comme Dewey Cox et son frère jouant avec des machettes dans la grange. Étant donné qu'il est déjà mort, il n'est pas surprenant que le couper en deux ne suffise pas à achever Croquette pour de bon. La maladresse de Summer laisse au présentateur macabre suffisamment de force pour se traîner. Et son dernier message menaçant indique clairement qu'il n'en a pas fini avec son fils. La solution ? Mettre fin à ses agissements une bonne fois pour toutes, grâce au pouvoir de l'imagination. Avec le marqueur magique, Summer disposait d'un univers entier d'armes à sa disposition. Au lieu de se contenter de taillader maladroitement dans le vif, pourquoi ne pas conjurer un lance-flamme, dessiner une cage en acier pour piéger Croquette dans sa dimension pour l'éternité, ou mieux encore, jette-le dans un puits sans fond. Ça devrait te débarrasser de lui pendant un certain temps. Summer manque peut-être de créativité, mais elle a aidé Major et les autres enfants. Espérons simplement que son manque de vision artistique ne lui reviendra pas en pleine figure un jour. Dans le monde réel, Summer retrouve Rhonda lors d'une collecte de vêtements organisée par une église. Il semble qu'elle ait survécu à sa rencontre avec Croquette avec seulement quelques blessures légères, et elle est ravie d'avoir retrouvé son fils. Après ça, Summer et Major reprennent leur routine à la maison. Les affiches de recherche d'enfants disparus sont retirées et le magnétoscope est directement jeté à la poubelle, tandis que l'harmonie est rétablie dans leur petite famille. Mais quelque chose continue de tracasser Major. Son institutrice se rend chez eux pour discuter de rumeurs inquiétantes concernant la nouvelle figure paternelle dans sa vie. Il semble que les autres enfants de l'école aient peur que cet homme soit déterminé à les attraper et viennent les enlever. Alors que Summer reste assise, stupéfaite et sans voix, Major griffonne dans sa chambre. À côté d'un dessin le représentant lui-même, il inscrit « Papa » pour désigner un personnage qui ressemble étrangement à Mr. Croquette. Pour apporter la touche finale à sa création, Major sort un marqueur très spécial de son paquet. Le même marqueur magique qui a donné ses pouvoirs à Croquette. Major admire l'objet maudit avec un sourire sinistre. Croquette serait-il toujours là, observant et attendant quelque part au-delà de l'écran de télévision ? Seul le temps nous le dira.
Mr. Crockett! Wouh! J'ai vraiment adoré l'ambiance de ce film. Je pense que les personnages, ils ont probablement fait de leur mieux avec le scénario qui leur a été donné ici. Après tout, à quelle fréquence voit-on quelqu'un sortir de la télévision et essayer de vous tuer? Y a pas de règle pour ce genre de truc. Il faut juste suivre le mouvement. Et ça aurait pu arriver à des gens plus sympas qu'eux d'ailleurs. Mais je suis sûre qu'il y a différentes choses que nous aurions pu faire pour survivre dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors dites-moi ce que c'est dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Je m'appelle Sophie, on se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, passez une excellente journée!